une petite vidéo. Je sais que ça fait assez longtemps que je n'ai pas posté, mais nous sommes sur la dernière vidéo de l'année. Je ne sais pas si vous étiez au courant, peut-être que vous êtes arrivé sur la chaîne en cours de route, mais début d'année dernière, il me semble janvier, j'avais pris la décision d'arrêter 2 de mes séries les plus importantes, c'est-à-dire les Essie et les Réinventons Elementaria. Vers, il me semble, mars-avril, j'avais sorti du coup le premier épisode, le 10.1 du dernier épisode du Réinventons Elementaria, et nous voici du coup sur l'épisode 2. Pour vous expliquer, pour ceux qui n'ont pas vu, déjà n'hésitez pas à aller voir la première vidéo, elle est longue, c'est condensé, il y a plein d'univers à apprendre, donc n'hésitez vraiment pas. Aujourd'hui du coup, nous allons voir quelques univers du coup de gens qui ont participé au Réinventons Elementaria. Vous allez du coup apprendre des nouveaux univers. En barre d'infos, il y a tous les liens pour aller les rejoindre et du coup on apprend plus directement en discutant avec eux. Voilà. Du coup, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, que vous allez apprendre plein de choses et que vous allez vraiment découvrir des nouveaux créateurs. Et c'est parti! Le tout premier monde est celui de moi. Alors pas moi c'est son nom nommé Kaelum. Alors je m'excuse si la prononciation est mauvaise pour le nom, mais je n'ai aucune idée de comment ça se prononce. De base ce monde devait être dans la première vidéo, mais par souci de temps il a été mis dans la deuxième. Moi du coup voulais présenter 3 royaumes, mais on va se concentrer sur le royaume des mortels, c'est-à-dire Kaelum. Mais pour résumer, il y a un autre monde pour les anges et un pour les démons, nommés respectivement royaume des cieux et terre du bas. En vrai c'est faux, je me suis rendu compte en faisant le montage qu'en fait on avait parlé des 3 mondes. Donc voilà, il n'y a pas que Kaelum, il y a les 2 autres aussi. Kaelum est une monarchie et le monde est de type fantasy. Ça fait environ 6 ans qu'elle travaille sur son petit monde, donc ça commence à dater. On peut comparer Kaelum à notre époque médiévale. Elle n'a pas su nous dire du coup quelle était la particularité principale de ce monde, donc on va directement passer aux règles. Les règles sont catégorisées suivant les différents royaumes. Nous avons pour la terre du bas ne pas se laisser distraire par autre chose que la terreur. Du coup, parce que la terreur a l'air de nourrir les seigneurs de la terre du bas. Les seigneurs, si jamais ils n'arrivent pas à se nourrir de cette fameuse terreur, et ben ils meurent de faim ou de soif. Bon, j'avoue que ça a l'air assez compliqué, donc n'hésitez pas à aller lui demander sur ses réseaux sociaux. Pour le royaume de Kaelum, il ne faut pas être infidèle à ses promesses. Et tous les hommes doivent être prêts à servir leur roi. Et pour les femmes, ils doivent toujours faire leur travail. Et pour tout le monde, payer ses impôts, mais c'est un peu la règle qu'il y avait au Moyen-Âge. Sinon, pour le royaume des anges, il n'y a aucune règle, mais il y a un ange qui prend les décisions, mais il ne dicte pas de règles en soi. Et pour les peuples, nous avons du coup les humains qui essayent de gouverner, même s'ils comprennent pas trop les autres races de peuples, du coup, qui n'arrivent pas vraiment à comprendre avec qui ils vivent. On a les elfes qui sont des mi-anges et mi-démons, qui sont très proches de la nature et que certains peuvent la contrôler. Nous avons les mages qui sont mi-démons et mi-humains, ils ont tous un élément qui manie très bien. Après, ils vont dans une école pour étudier les autres sortilèges et ils reçoivent un familier à ce moment-là. Nous avons les démons qui sont des êtres démoniaques qui vivent dans la terre du bas et qui sortent du coup de leur royaume pour aller semer la terreur sur terre. On a les orques qui sont des êtres démoniaques, mais pas autant que les démons, et eux vivent en paix avec les autres même s'ils sont craints par les autres peuples. Et on a les anges qui sont des êtres angéliques pleines de bonté et de grâce, ils veillent sur les terrestres et les protègent des démons. Céliel est la fille d'un roi barbare et cruel du nom de Méliador. Elle a très souvent souffert de ses foudres. Il disait que c'était pour la préparer au monde extérieur. Elle était destinée à régner sur le monde mortel. À la mort de son père, il lui avoua qu'elle était illégitime et qu'il ne connaissait pas l'identité de sa mère. Jusqu'à qu'elle soit assez grande pour gouverner, Céliel se mit en tête de découvrir son identité. À l'autre bout du royaume, là où le palais était établi autrefois, elle trouva une taverne portant son nom. Elle entra et demanda au propriétaire de cet établissement s'il avait vu ou entendu quelque chose à propos d'un membre de la famille royale et d'une jeune femme qui avait dormi ici. Le propriétaire lui dit que quand il était encore jeune adulte, le prince Méliador était venu avec une jeune femme splendide, et que la chambre avait été fermée pour rendre hommage à cette femme qui était morte le lendemain. Céliel se dit forcément que c'était son père qui l'avait tuée. Elle se rendit dans cette chambre et découvrit un carnet. Le propriétaire lui avait bien dit qu'elle avait l'air d'une simple paysanne. Donc comment elle pouvait savoir lire et encore plus avoir un carnet ? Sur le chemin du retour, elle dévorait ce carnet comme un roman fantastique. Mais plus elle lisait, plus elle pensait qu'elle n'était pas qu'humaine.
mais aussi un ange. Dans ce carnet, sa mère écrivait qu'elle avait une mission, séduire le dauphin du royaume de Kaelum pour que le royaume soit gouverné par une personne d'une si grande beauté qu'elle illuminerait le ciel. Elle retourna au château, ne déclarant bien sûr jamais son illégitimité, et exauça le souhait de sa mère. Elle régna avec bonté et sagesse avec la bénédiction des anges. Dans le point qu'il y avait déjà du coup dans le premier épisode, on va faire la comparaison entre le personnage qu'a choisi le dessinateur avec mon personnage à moi, Elementaria. Donc du coup on commence avec Celiel Kaelum et voir s'il ressemble vraiment à celle d'Elementaria. Alors pas du tout. Je crois que y a rien en commun entre les deux en vrai. Moi du coup en fait fais une Celiel à sa sauce, on va dire ça comme ça. Du coup, Kaelum, pour résumer, c'est la fille d'un roi cruel, c'est une fille illégitime qui a une mère ange et qui régnera après sur Kaelum à la fin. Et ben, Elementaria, elle vient d'une famille nombreuse, c'est une trinitaire espace, donc du coup elle est devenue chef à ses 18 ans et elle est en couple avec Raven. Il n'y a rien en commun, donc du coup j'ai pas pu mettre des couleurs sur ce qui était beau ou pas parce que en soi, c'est limite pas la même personne, elle a juste la même apparence et le même prénom. On se retrouve pour un deuxième monde. Nous sommes avec le monde de Priscilla, nommé Eldorion. Le pays qu'on va vraiment voir s'appelle Aglia. C'est un... Alors, les régimes politiques c'est compliqué parce que chaque peuple est différent. Nous avons une royauté pour les humains, un régime matriarcal pour les elfes, impérial chez les Aurignats et caste chez les vampires, etc., etc. C'est un monde de type Heroic Fantasy et Steampunk. Ça fait une dizaine d'années qu'elle travaille dessus et pour les pugs, voyez ça vers le médiéval, voire steampunk pour une sorte d'elfe. La particularité principale de ce monde est que la magie est innée. Un humain n'étant pas né avec la magie ne la maîtrisera jamais et seront très mal vus. Ces humains deviendront des esclaves et des soldats armés de carabines ou de pistolets basiques, ou sinon ils doivent faire les tâches à gratte dans les différentes cités. Pour les règles du monde, chaque race a sa divinité qui lui est de près ou de loin liée. Les dragons régulent les éléments du monde et sont les divinités primitives. Il en existe 5 importants. Ansvald, le dragon du feu, Ceriel, celui de la nature, Kazeshi, le dragon des tempêtes, Nestor, le dragon de la terre, et Snorri, la dragonne des eaux et des glaces. Chacun des dragons possède un disciple capable d'avoir des visions plus ou moins nettes. Réunis, ces disciples sont surnommés les gardiens et sont très recherchés par des personnes peu scrupuleuses. Nous avons pas mal de peuples dans ce monde. Les dragons sont du coup une race primitive, ils sont polymorphes et ont 2 formes principales, draconiques et humaines. Visiblement, d'après ce que j'ai compris, ils seront 5 dans ce monde, mais il y a d'autres dragons qui peuvent venir par, j'imagine, une autre dimension ou je sais pas trop comment expliquer. Nous avons ensuite les humains qui sont partis des premiers peuples ayant habité Eldorion. Ils sont polyvalents et n'ont pas forcément de spécialisation. Ensuite, nous avons les elfes qui sont des descendants d'humains qui maîtrisaient la magie. Ils ont érigé leur bâtisse pour rendre leur magie plus puissante, ce qui a légèrement modifié leur apparence au fil du temps. Les seuls elfes ressemblant aux humains sont les elfes de Val-Hari qui ont décidé d'abandonner la magie pour la technologie. Les enfants du vide sont des enfants mi-humains, mi-animaux. Ils vivent en groupe sur une île qui porte leur nom. Ils ont une très grande affinité avec l'espace et le temps et sont de très bons astronomes. Certains d'entre eux seraient capables de lire l'avenir et ils sont gouvernés par 4 chefs. Les Aurignats sont des humains cornus avec de longues pattes de lièvre. Ils sont agiles et très doués pour le combat rapproché qu'ils marient à de la danse. Et pour finir, nous avons les vampires qui sont de créatures discrètes. Ce sont des descendants d'elfes qui ont préféré utiliser la magie démoniaque. Ils sont reconnaissables avec leur pâleur, leur long cou, leurs oreilles pointues bien plus courtes que celles des elfes normaux. Astrid s'occupe des plus jeunes enfants du vide. Elle aime jouer avec eux et leur lire des histoires en jouant avec sa magie. Elle est la première disciple de Akiko Senshi, une femme renarde faisant partie des 4 chefs de l'île. Une femme plutôt froide qui parle aux esprits. Peu de gens l'apprécient à sa juste valeur. Astrid a toutefois su la comprendre et sont depuis très amis. Un jour, alors que cette dernière accompagne sa maîtresse à une réunion entre les races du monde sur l'île des enfants du vide, et se sentant peu concernée par les événements, elle décida de se promener dans la forêt des oubliés
et fit la rencontre avec un Orinéen, Kwami. L'homme cornu et aux longues pattes de lièvre s'entraînait au combat et dansait avec élégance, ce qui charma la jeune femme. D'abord timide, elle resta derrière son arbre à l'observer. Quand celui-ci eut fini, elle l'applaudissa. Le jeune homme ne s'attendait pas à ce qu'on le surprenne et décida d'aller à sa rencontre. Les deux jeunes gens discutèrent pendant des heures, à tel point qu'ils en oublièrent leurs maîtres respectifs. Bien différents l'un de l'autre, ils apprenèrent à se connaître, et pendant plusieurs jours, ils se donnèrent rendez-vous à l'endroit de leur rencontre. Ils se plurent, s'aimèrent, et vint le moment où ils durent se séparer. Astrid fit le cadeau d'une pierre gravée à Kwami, lui permettant de se téléporter à lui où qu'il aille. L'Orinéen serra cet étrange caillou contre lui et s'embrassèrent avant de se séparer à contre-cœur. Et pensez-vous que leur histoire se finirait ainsi? Non, car les deux tourtereaux se revoient régulièrement malgré leur longue distance, et Kwami demeure le premier ambassadeur de l'île des enfants, et purent ainsi se voir et vivre ensemble. Du coup, est-ce que la Astrid d'Eldorian est différente de celle d'Élémentaria? On va faire que le personnage d'Astrid parce que dans l'histoire que nous a écrit Priscilla, on parle en priorité d'Astrid, donc on va pas s'amuser à comparer Kwami alors que j'ai pas énormément de choses sur son écrit. À Eldorian, elle s'occupe des enfants, ce qui est également le cas à Élémentaria, vu qu'elle est nounou. Elle contrôle la magie à Eldorian, ce qui n'est pas du tout le cas à Élémentaria, car c'est une sans pouvoir, c'est une élémentarienne. Elle est la disciple d'une des chefs de l'île. Elle rencontra Kwami en se promenant dans la forêt à Eldorian, ce qui est exactement la même histoire à Élémentaria. Elle tomba amoureuse de Kwami à Eldorian et pareil pour Élémentaria et finira avec lui dans les deux mondes. Pour Élémentaria, on a juste en plus que Astrid est quelqu'un de très sûr d'elle, ce qui n'est pas précisé à Eldorian. Troisième monde, celui de Sutado. Donc déjà mention spéciale à lui car il a vraiment géré pour m'aider à finir rapidement sa partie, donc je tiens vraiment à le remercier. Je vous présente donc Ningguin qui fait partie du monde de Niji. C'est un régime politique parlementaire, un monde de type fantasy, et ça fait une dizaine de mois qu'il travaille dessus. Après ça dépend quand sortira cette vidéo, mais voilà un peu pour vous situer. Par rapport à l'avancée technologique de la Terre, c'est environ fin XVIIe siècle. La particularité principale de son univers est la suivante. Ningguin est un continent divisé en 3 cités qui autrefois étaient 4, mais à cause de démons et particulièrement de leur mystérieux créateur, l'équilibre de ce continent est de plus en plus fragile au fil des années. Ningguin est un continent où la chance est reine. Celui-ci est composé de 3 grandes cités. Près de Ningguin, on trouve un deuxième continent habité par des démons et inexploré jusqu'à maintenant. La première cité est la cité forestière de Buea, la plus grande et la plus peuplée, qui a pour emblème un renard brun. La seconde est la cité montagnarde de Bundy, qui a pour emblème une chouette blanche. Et la dernière est la cité aquatique de Gizi, la cité la plus petite des 3, qui a pour emblème un crabe bleu. Dans ce monde où la magie est omniprésente, la magie la plus facile et la plus utilisée est la magie élémentaire. Cependant, certains sages expérimentés ou simplement chanceux arrivent à en contrôler d'autres. 50% de la population pratique la magie, à petite ou grande échelle, et dans ces 50%, seulement 10% pratiquent une magie autre qu'élémentaire. La magie peut être apprise ou donnée dès la naissance, c'est à moitié héréditaire, tout comme les maladies très présentes à Ningguin. Les habitants n'ont pas de dieu et les cités sont dirigées par un chef, sauf pour la cité forestière de Buea qui n'en souhaite pas. Maria dirige la cité aquatique de Gizi et Ocharo, ou Okaro, je ne sais pas comment est-ce que ça se prononce, dirige la cité montagnarde de Bundy. L'espérance de vie d'un Ningguinien est de 40 ans et celle d'un mage de 60. Souvent les gens meurent 10 ans après avoir fait leur premier enfant, c'est pour cela que des camps ont été mis en place. Le directeur de ces camps, ayant très peur de la magie, décida donc de l'interdire et ceux qui la pratiqueront seront engagés de force dans l'armée forestière de Ningguin, où les mages sont forcés de défendre les frontières des démons ou sont pendus. C'est très joyeux. Les mages vivent souvent dans les territoires qu'ils peuvent contrôler. Les mages de vent vivent dans les montagnes pour contrôler le vent et s'en servir pour des moulins. Des mages de terre vivent dans la cité forestière car ils peuvent y faire avancer de l'agriculture, construire facilement des bâtiments. Les mages d'eau vivent dans la cité aquatique pour y récolter des produits marins ou encore contrôler l'eau en permanence.
Les mages de feu exterminés vivaient dans les zones volcaniques de Ningguin. Ces zones ont été léguées à la cité forestière. Les mages de feu ont été exterminés car ils étaient les mages les plus fragiles. Les démons manipulant le feu, les mages de feu étaient souvent possédés par ces mêmes démons pour s'introduire à Ningguin pour une raison qui est encore inconnue. Les mages les plus faibles se doivent d'utiliser des objets magiques car la leur est trop faible et bouleverserait leur santé. Dans son enfance, Gestro était pêcheur à la cité aquatique de Gizi. Il y attrapait tous les jours de gros poissons malgré son jeune âge. Aujourd'hui, Gestro est un jeune homme accompli. Il est devenu chef cuistot et l'un des plus grands de Ningguin. Gestro est un mage, il pratique la magie de l'eau depuis son enfance. Il ne l'a donc pas apprise. Il s'en sert assez souvent pour pêcher. Il récolte ses poissons dans son sac qu'il emporte toujours avec lui et va ensuite les cuisiner pour les servir dans son restaurant étoilé. Les parents de Gestro sont morts depuis peu, mais il n'était pas plus triste que ça. Ça a toujours été une personne talentueuse mais solitaire. Il n'a non plus beaucoup d'amis, mais il n'y porte pas d'intention. Du coup, est-ce que Gestro de Ningguin est fidèle à celui d'Elementaria? C'est le moment de comparer. Commençons avec Ningguin. Gestro était pêcheur dans son enfance. Il est devenu l'un des plus grands chefs cuisiniers, ce qui est également le cas pour Elementaria. Gestro est un mage de l'eau. À Elementaria, il est glace et n'est pas élémentaire. Pour la petite anecdote, il a voulu devenir garde élémentaire, mais il n'a pas pu parce qu'il n'avait pas de pouvoir. Il se sert de sa magie de l'eau pour son métier à Niji, et bah du coup vous savez pour Elementaria. Il est orphelin depuis peu à Ningguin et n'a pas énormément d'amis étant très solitaire, ce qui est également le cas à Elementaria. Il a un seul ami, Raime. Pour Elementaria, il est très arrogant et confiant, ce qui est sûrement l'explication du pourquoi il n'a pas d'amis. Et pour finir, il a une disciple qui n'est d'autre que sa petite sœur Maxine. Et nous sommes partis pour le 4e monde. Nous sommes du coup dans le monde de Parallels, qui est le monde de Kajia Otori. Nous allons voir ensemble le continent d'Eterel, qui est divisé en 5 pays, et du coup pour le régime politique, ça dépend de quel pays on choisit. C'est un monde de type steampunk et fantastique, où l'utilisation de la magie est très présente. Ça fait à peu près 2 ans qu'elle travaille dessus, et pour l'époque, on peut comparer à notre époque victorienne. Alors, il n'y a pas de caractéristique principale pour ce monde, en tout cas, elle n'a pas su m'en dire une, donc on va directement passer aux règles. La magie habite chaque être vivant, plantes et animaux compris, et peut être manipulée à nu, c'est-à-dire sans artefact, ce que font la plupart des plantes et animaux considérés comme magimes. Mais pour les 5 races intelligentes principales de Parallels, l'utilisation de la magie se fait grâce au catalyseur magique et naturel nommé Prismagem. Les Prismagem permettent un bien meilleur apprentissage de la magie, ainsi qu'une meilleure maîtrise et canalisation de sa puissance. D'ailleurs, l'utilisation de la magie sans Prismagem, bien que possible, est interdite dans tous les états d'Eterel pour les 5 races majeures. Il n'y a pas de religion, du moins pas de manière officielle. Les possibles cultes obscurs pratiqués par quelques gens sont très mal vus et caractérisés de sectes. Passons au descriptif des peuples, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a 5 races intelligentes et il y en a des, on va dire, plus basses dans la hiérarchie sociale. On commence par les plus intelligentes du coup, avec les Elfunes, qui est la race qui ressemble le plus à nos humains qu'on a chez nous sur Terre. Mais ils ont les oreilles pointues, leurs yeux et leur pilosité peuvent être de n'importe quelle couleur. La peau est dans les nuances de marron et beige. Ils ont une utilisation très versatile de la magie et constituent le plus gros pays d'Eterel. Ensuite, nous avons les Animalistes, qui est une race d'animaux anthropomorphes. Ils sont les seuls à pouvoir communiquer directement avec les animaux. Ils habitent dans la forêt d'émeraude qui entoure leur nid. Les bébés animalistes naissent dans des œufs créés par les nids et ressemblent à des bébés animaux. Ils s'humanisent en grandissant. Ils utilisent surtout la magie comme moyen de se renforcer physiquement, préférant se battre avec des armes magiques ou la force pure. Ensuite, nous avons les Célestriels qui habitent dans les monts lunaires, très friands de nouvelles connaissances. Ils possèdent la bibliothèque la plus garnie d'Eterel et on pense que c'est le premier peuple apparu sur Eterel. Dotés d'ailes, ils ont la tête entourée de 2 auréoles croisées. Leur peau et leurs pupilles sont blanches, tandis que leur pilosité et leurs iris sont de couleur très voyantes.
Nous avons les démonides, qui sont une race arrivée sur Ethereal après la chute d'Oberial il y a des centaines d'années. Ils sont dotés de 2 formes. La forme repos, leur peau va du blanc au gris moyen, les yeux sont noirs et les iris sont jaunes. Leurs cheveux sont de couleur claire et ils possèdent une paire de cornes noires qui font leur fierté. En forme Nightmare, leur peau s'obscurcit, allant du gris moyen jusqu'au noir. Il en va de même pour leurs cheveux, sauf s'ils sont teints. Leurs iris deviennent rouges et des marques noires apparaissent sur leur visage, en général sous les yeux. Leurs pieds et leurs mains deviennent griffus, ils gagnent facilement une trentaine de centimètres en taille et des ailes leur poussent dans le dos. Sous cette forme, un démonide n'aura pas besoin d'utiliser de prismagème, mais c'est toujours interdit, du coup ils ne le font pas. Pour le dernier peuple de race intelligente, nous avons les Ossalunaires, qui sont des humanoïdes dont la tête est toujours recouverte par un crâne animal en os. Leur peau est bleue nuit, leur pilosité est blanche. Ils sont également un peu plus grands que la moyenne. Tout comme les démonides, ils sont arrivés sur Ethereal après la chute d'Oberial, sauf que certaines colonies d'Ossalunaires n'ont jamais migré et ont tenté de survivre sur les terres désolées d'Oberial. Un Ossalunaire naît uniquement lors de la mort d'un animal magie majeur. Donc on pense que c'est une sorte de réincarnation de l'esprit de l'animal. Ensuite, dans les races, en tout cas dans les peuples, on va dire inférieurs, j'en ai 3 du coup, mais il me semble qu'elle en a un peu plus. Nous avons les Ulfédines, j'ai aucune idée de comment ça se prononce, c'est hyper compliqué à écrire. Ce sont des elfunes qui ont écopé d'une malédiction qui leur permet de se transformer en loups géants. Ils vivent reclus dans les monts lunaires. Nous avons les Démorques, qui sont une descendance bâtarde d'un démonide et d'un orc, une créature semi-intelligente qui vit sur Oberial. Ils ont vu comme le fruit d'une relation zoophile et sont donc congédiés pour cela. Et nous avons pour finir les Dralir, qui sont le premier vrai peuple d'Ethereal. Ils sont muets et communiquent par la pensée grâce à leurs antennes qui leur permet techniquement de parler avec les animaux. Ils se nourrissent des émotions des êtres qui les entourent et celles qui mangent en majorité déterminent leur tempérament. Bien sûr, je précise que ce n'est pas du tout nocif pour les autres êtres vivants à qui volent ces émotions. Ils ont été réduits en esclavage par les animalistes, les célestriels et les elfunes dans le passé, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, ils sont vus par beaucoup comme des êtres inférieurs. Les Dralir sont facilement reconnaissables à leurs antennes, leur longue queue biseautée, les symboles lumineux qu'ils ont sur le visage et le torse, ainsi que d'autres attributs reptiles, langue fourchue, yeux en lame, écailles, etc. Ils ne sont pas doués de paroles, mais ils peuvent comprendre n'importe quelle langue à l'oral et apprendre à lire. Pour se faire comprendre les autres, ils usent de leurs antennes. Leurs antennes, comme dit précédemment, permettent de capter les émotions des gens autour d'eux et de transmettre brièvement leurs pensées à quelqu'un en lui touchant la tête avec. Du coup, à Parallels, Akuma serait une Dralir. Elle est très jeune et elle ne comprend pas pourquoi son peuple est rejeté des autres races. Elle a souvent un petit air triste ou mélancolique, et pour cause, elle est tombée amoureuse de Dareth, un animaliste qu'elle connaît depuis sa naissance ou presque. Sauf que, bien que Dareth partage ses sentiments, il ne peut l'avoir qu'en secret, sinon il se ferait rejeter par ses parents. En son absence, Akuma ne voit presque personne, les villes lui faisant peur. Elle a donc toujours un air attristé quand elle est seule, car elle s'inquiète pour son bien-aimé, et parce qu'il lui manque terriblement. Raven serait une célestrielle, son caractère assez trempé fait d'elle une célestrielle plutôt à part, notamment aussi par le fait qu'elle a tenu à apprendre à se battre et qu'elle fait donc des rares célestrielles à savoir maîtriser autre chose que la magie psychique. Chef de l'une des divisions de l'armée des célestriels, Raven est dangereux sur le champ de bataille grâce à sa maîtrise de la magie du vent et aussi des sorts de renforcement de vol qu'elle utilise. Ce qui fait d'elle encore plus une personne à part parmi les célestriels, c'est qu'elle fréquente Céliel, une autre célestrielle. Elle se fait discrète sur sa relation pour le moment, bien que ce ne soit pas interdit, même bien au contraire, elle n'a pas envie que sa relation soit détruite à cause de sa réputation d'outsider. On est parti du coup, comme d'habitude, pour la comparaison entre Parallels et Elementaria avec les personnages d'Akuma et de Raven. On va commencer avec Akuma, parce que j'ai envie, tout simplement, voilà.
À parallèle, elle ne comprend pas pourquoi son peuple est rejeté, elle a un petit air triste ou mélancolique, elle est amoureuse de Dareth, le voit très peu et tient énormément à lui, ce qui est... En tout cas, cette relation est totalement présente à Elementaria parce qu'elle est amoureuse de Dareth et elle a une relation à distance avec lui. Pour Elementaria, ce qui change du coup de l'histoire avec Parallèle, c'est que Akuma est une passeuse d'épreuves et c'est comme ça qu'elle a rencontré Dareth parce que Dareth a exactement le même métier, ce qui fait qu'ils sont à distance aussi du coup. Pour ceux qui savent ce qu'est un passeur d'épreuves, n'hésitez pas à aller voir sur le site si jamais vous ne savez pas. Maintenant, on passe à Raven. Du coup, à Parallèle, elle a un caractère assez trempé que l'on retrouve également à Elementaria. Elle sait se battre, idem pour Elementaria. À Parallèle, elle est chef d'une division de l'armée, alors que, bon, j'ai mis en vert aussi, parce qu'à Elementaria, elle est chef du clan du vent. Du coup, à Parallèle, elle contrôle la magie du vent, et à Elementaria, c'est une trinitaire vent, donc qui contrôle, on va dire, la magie, entre parenthèses. Elle est en couple avec Celiels à Parallèle, ce qui est exactement la même chose à Elementaria. La seule différence que Celiel n'est pas du même clan qu'elle. Celiel est du clan adverse. À Parallèle, elle est discrète sur sa relation alors qu'en soi elle le cache pas à Elementaria. Et une autre différence à Elementaria, elle a une caractéristique qui fait qu'elle n'aime pas du tout les autres peuples, ce qui est un peu étrange parce qu'elle sort avec la chef d'un des autres peuples. Nous sommes avec l'avant-dernier monde qui s'appelle Planète Mère, qui a du coup été créé par Valériane. Alors pour le régime politique, il n'y en a pas vraiment, ce sont 3 sages qui apprennent aux plus jeunes et c'est juste comme ça que ça marche. C'est un monde de type fantastique, ça fait plus de 10 ans qu'elle travaille dessus, mais le monde évolue encore en permanence. Et nous n'avons pas d'époque, elle ne m'a rien dit, je pense que ce n'est juste pas comparable. Pour la particularité principale de ce monde, les avatars sont immortels et naissent d'étoiles en formation. Ils ont créé le système solaire qui les entoure pour que la vie puisse paraître et évoluer. Les avatars ne créent pas la vie directement, même s'ils le peuvent, mais font tout pour que la vie apparaisse d'elle-même. Les avatars sont composés d'énergie primaire et ont plusieurs centres d'énergie. Les règles du monde sont pour les avatars. Ils ne doivent pas nuire aux créatures qu'ils créent et ils ne doivent pas dévoiler leur existence avec les autres peuples de l'univers. À l'exception de 2 peuples qui sont alliés à eux, les Maîtres du Temps et les Atlantes. Nous avons 2 peuples qui ont été à peu près travaillés. Nous avons les Maîtres du Temps qui sont pacifiques et qui passent leur temps à étudier. Et nous avons les Atlantes qui sont un peuple pacifique mais très fêtard. Tout est l'occasion pour faire la fête, et fêtes qui ont souvent tendance à dégénérer apparemment. C'est une royauté dont la princesse Agliopée a préféré partir à l'aventure que rester sagement au palais. Katose et Destinée sont 2 sœurs jumelles très différentes mais aussi très proches, nées d'étoiles jumelles. Katose est plutôt discrète et timide et très studieuse, mais faut pas l'embêter. Elle a un animal du nom de Pixal qui est très joueuse et un peu dissipée. Destinée a un caractère explosif et elle préfère faire du surf sur comète ou des batailles d'astéroïdes plutôt qu'étudier. Elle a un petit côté guimauve qu'elle ne veut pas montrer. Son animal s'appelle Mignon, il paraît féroce mais il est plutôt peureux et très affectueux. Parti pour la comparaison entre la planète mère et Elementaria. Et on commence avec Destinée qui a un caractère explosif sur la planète mère et qui est totalement insouciante et a exactement le même caractère à Elementaria. Elle est même connue pour ça parce que ceux qui sont depuis très longtemps sur la chaîne ont connu la fameuse Destinée qui pétait des câbles tout le temps. Sur la planète mère, elle adore le surf sur comète et les batailles d'astéroïdes. Elle n'aime pas étudier, elle a un petit côté guimauve caché et un animal nommé Mignon. Elementaria, c'est une mercenaire qui s'entraîne à fond pour être à la hauteur. Ensuite, pour Katose, sur la planète mère, elle est discrète et timide, ce qui est presque pareil à Elementaria car elle est solitaire et timide. Sur la planète mère, elle est studieuse mais elle peut râler quand on l'embête. Elle a un animal du nom de Pixal qui se retrouve également à Elementaria sous la forme d'un chat. À Elementaria, elle est trinitaire de substitution et elle entend les pensées négatives.
parti du coup avec le dernier monde, celui de Chamallow, qui est nommé du coup la Terre, mais aussi Suga. Le pays et le continent qu'on va présenter, c'est la France et plus particulièrement la ville de Strasbourg. Le type de monde est steampunk et post-apocalyptique. Elle travaille dessus depuis juillet-août, mais s'y est vraiment mis en novembre de cette année. Et l'époque, ça se passe dans notre futur, du coup en 2100. Je mets juste un petit message avant de commencer cette partie. Je sais que certains d'entre vous vont me remercier d'avoir fait ça. Cette partie est assez dure. Ça parle de sang, ça parle de maladie, ça parle de douleur. Du coup, si vous êtes sensible, n'hésitez, je vais vous mettre un timecode pour sauter ce passage. Je connais certains d'entre vous et je sais que ça peut vous mettre un peu mal. Du coup, je préfère prendre des précautions. Cette partie-là peut être assez compliquée à entendre. Voilà. Pour les autres, si vous êtes prêts, on est parti. On va du coup commencer par la particularité principale. Le monde a été détruit par la pollution et tous les déchets radioactifs laissés à l'abandon partout. Et maintenant, les personnes encore vivantes vivent enfermées dans des murs de plusieurs mètres de haut. Il se trouve qu'à cause de ça, un virus est développé et peut devenir mortel, et il est également très contagieux. Pour les règles du monde, on va voir ça en deux parties. On a du coup la règle de base, et on va également voir les stades, en gros, du virus dont Chamallow nous parlait un peu plus tôt. Du coup, en vrai, il y a une règle, il faut s'entraider et il faut pas sortir des villes sans autorisation. En vrai, compter comme ça en fait deux. Du coup, pour les stades de virus, on a le stade 1 qui est ce stade est le plus gentil. Les personnes touchées sont détectées car ils crachent du sang, mais pas tellement, c'est encore soutenable, on va dire. Et leurs yeux virent au jaune, ce qui n'est clairement pas habituel, à part avec cette maladie. Elle se guérit tout de même assez vite si on donne un vaccin rapidement. On a le stade 2 qui est un peu plus méchant, on peut le comparer à un cancer, il faut le vaincre avec des traitements coûteux, longs et un peu douloureux. Ici, les gens crachent beaucoup plus de sang et pleurent même du sang, leurs yeux deviennent translucides et ont quelques crises qui leur provoquent de fortes douleurs au cœur, mais c'est assez bref. On a le stade 3 qui là n'est plus du tout soignable. Les yeux deviennent aveugles, ils ne voient plus que les couleurs et ils virent au blanc. Leur peau se pâlit aussi, ils ont constamment une douleur au cœur, comme avoir une crise cardiaque, et ils vomissent du sang presque tout le temps, pleurent du sang, enfin comme le stade 2 pour cela. Mais en plus de ça, ils commencent à cause de la douleur à se faire mal, à se gratter jusqu'au sang, se couper, s'arracher les cheveux, etc. Pour oublier la douleur au cœur, beaucoup meurent à ce stade à cause de suicide. Certains survivent et sont envoyés dans des labos pour être examinés par les chamans. D'autres sont exclus pour ne pas contaminer le reste de la population. Et rares sont ceux qui survivent jusqu'au stade 4. Du coup, nous arrivons au stade 4, le pire des stades de cette maladie. Les personnes ne sont plus du tout là mentalement, tellement la douleur est intense. Ils ne s'attaquent à personne, mais ont des crises de folie où ils s'arrachent les cheveux, se plantent, s'arrachent la peau, etc. Ils vomissent continuellement du sang, pleurent du sang sans arrêt, sont totalement aveugles, ne mangent plus, ont l'impression que le cœur se serre constamment, ont un mal au ventre continuel comme une appendicite et un mal de crâne qui les fait souffrir à mort. Ceux qui survivent jusqu'à son stade sont très rares et meurent très vite car ils meurent soit de faim, soit d'hémorragie à cause de leur vomissement ou de leur plaie non soignée. Cette maladie rend les femmes stériles et même si elles pouvaient continuer à donner naissance, l'enfant aurait obligatoirement la maladie. Les hommes, quant à eux, ne sont pas stériles, mais c'est à cause d'eux que la maladie a été développée, car ils ont un gène qui a muté et qui se donne à leurs enfants. La maladie se propage ainsi par les rapports sexuels et par le sang. Pour le descriptif des peuples, il n'y a que des humains, mais ils sont rangés en plusieurs clans, vivant tous ensemble dans des villes, mais en gros ça fait 8 clans en tout. À 18 ans, tout le monde doit passer une journée d'épreuve pour savoir dans quel clan ils iront, ils ne sont pas forcément avec leurs parents, cela dépend des résultats des tests. On a donc les guerriers, ce sont la police des villes, ils surveillent que rien ne dérape et surveillent l'extérieur des murs. Il y a une personne choisie dans chaque ville pour devenir un guerrier universel qui lui a le droit de sortir quand il le veut pour aller voir si les autres villes n'ont pas besoin d'aide ou pour trouver un remède au virus afin de les soigner pour toujours. Ils peuvent parcourir la France entière avant de rentrer chez eux car il n'existe plus beaucoup de villes.
On a les robots et les androïdes, eux ont été créés par les ingénieurs. Les robots servent à aider les personnes dans leur travail et ou simplement dans leur quotidien comme amis, machines à café, etc. Puis les androïdes servent à aider les guerriers, ils sortent même des villes pour éliminer certains exilés qui tentent de grimper en haut des murs. On a les ingénieurs, du coup leur rôle est d'inventer, de construire tout ce qui peut être utile, des machines pour soigner, des androïdes, des robots, de simples appareils électroniques, etc. On a les chamans qui sont les médecins des villes, les sages-femmes et tout ce qui est dans la santé. Ils aident souvent les savants pour les remèdes et les ingénieurs pour tout ce qui est matériel de santé. On a du coup les savants qui sont des scientifiques, ils aident à créer des remèdes pour les maladies, testent des choses sur les exilés pour voir ce qui se passe afin de sauver l'humanité. Certains développent des produits corrosifs contre les limaces, etc. On a les sages qui dirigent en quelque sorte les villes, ils ont la capacité d'être plus calmes et réfléchis que les autres, prennent les décisions difficiles à prendre comme exiler une personne ou décider de l'enfermer chez les savants afin qu'il soit examiné. On a les libres, eux ils ont aucun rôle en particulier car ils se rebellent contre le système qui a été créé pour que les villes tiennent encore debout. Ils sont tout de même utiles car ils apportent tout ce qui est musique, art, littérature, etc. Certains avaient un travail avant, mais en ont eu marre, d'autres sèchent les cours et n'ont jamais passé l'épreuve des 18 ans, et certains sont nés en étant libres. Et puis on a les exilés, eux sont porteurs du virus qui provoque la mort. Ils sont donc sortis des villes au stade 3 du virus ou envoyés chez les savants. Généralement, ils ne survivent pas jusqu'au dernier stade et ne tiennent pas plus d'une semaine en vie à l'extérieur des villes, car morts du virus, tués par des animaux ou morts de faim, de soif, etc. Chamallow a dessiné énormément de personnages, du coup elle ne leur a pas fait une histoire mais elle leur a donné un rôle. Nous avons Gothicat, du coup en guerrière parce qu'elle trouvait que le fait de défendre la ville comme une militaire ça allait très bien avec ce personnage. On a Marie en robot parce que c'est une androïde Elementaria, c'est une androïde dans ce monde là aussi donc du coup les robots ça passe. On a Toph en ingénieur parce qu'à Elementaria, Toph fait des expériences sur des animaux. On a Gun en chaman parce que Gun est un androïde médical à Elementaria, du coup ça passe. On a Mina en savante parce qu'elle est scientifique à Elementaria. On a Misako en sage parce que Misako étant une princesse, c'est à peu près le même niveau social. On a Aisha en libre parce que si vous connaissez un peu son histoire, je trouve que le parallèle est légitime. Et on a Aaron en exilé parce que les exilés sont timbrés et que Aaron est le summum de la timbriété. Je sais pas si ça se dit, mais on se comprend. Donc voilà, cette longue vidéo est finie, donc je vais vraiment aller rapidement. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, que vous en avez appris beaucoup plus sur ces univers. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, on se retrouve l'année prochaine pour du coup de nouveaux projets parce que le Réinventons Elementaria, ça fait quelques années que ça dure maintenant et que ça y est, on a enfin clôturé cette série. Du coup, on va pouvoir repartir pour plein de nouveaux projets en espérant que ça va vous plaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo et la précédente pour donner un peu de visibilité à ces créateurs parce que c'est très compliqué de se regrouper une communauté quand on a notre propre univers. Quand on fait des fanarts, c'est plus facile parce que les univers sont déjà connus, mais quand on crée le nôtre, c'est plus compliqué, donc n'hésitez vraiment pas à aller les soutenir. Que je rappelle que tous les liens sont en barre d'infos. Voilà, donc partagez à fond. Je vous fais de très gros bisous, vraiment bonne fête de fin d'année, et je vous dis ciao les élémentaires.